Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici. Alors, je me présente un peu, je m'appelle Jérémy Bérébi, moi je suis un enfant des écoles juives françaises. J'étais à Or-Yosef, dans le 19e arrondissement. De la seconde à la terminale, j'étais à Maïmonide. La petite particularité, c'est qu'en 1994, alors que j'étais en fin de seconde, j'ai découvert Internet. Quand je dis j'ai découvert Internet, c'était à une époque où personne n'avait encore découvert Internet. On est à peu près 6 ans avant que le grand public découvre Internet. C'est une époque, pour accéder à Internet, il fallait payer dans les 20 euros, dans les 80 francs, c'était 20 euros de l'heure. Pour voir apparaître une image, il fallait attendre une demi-heure, une image. Et en fait, donc c'était en fait plutôt des forums de discussion, c'était plutôt des forums de discussion professionnels. Moi, j'étais un fan d'informatique, je suis toujours fan de nouvelles technologies. Et j'ai découvert ça. Et donc, très très vite, je me suis fait remarquer sur Internet et je suis devenu journaliste. Je suis devenu journaliste, j'ai commencé à écrire dans les journaux informatiques et j'étais le monsieur Internet, celui qui savait expliquer c'était quoi le web. Le web est arrivé à peu près au même moment. Le premier navigateur qui arrive, comment on transfère des fichiers, comment on télécharge, tout ce qu'il fallait. Donc on a une époque donc, où Internet est très 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 lent, comme vous l'avez compris, c'est du texte, c'est beaucoup de discussions, c'est très professionnel, ça coûte très cher. Le fait d'avoir été journaliste, ça fait qu'on me payait mes heures de connexion. J'avais donc de la chance, entre guillemets, d'avoir un Internet beaucoup plus large. Et à l'époque, on était évidemment connecté depuis un ordinateur, uniquement un ordinateur, et uniquement quand on est chez soi. On ne se baladait pas avec un ordinateur. Si j'avais un petit ordinateur de poche, mais c'était pas connecté. En 1994, 95, 96. 96, je passe mon bac, terminal. À ce moment-là, je suis déjà assez connu dans le monde, dans le microcosme de l'Internet. Le microcosme de l'Internet, c'est tous les premiers entrepreneurs qui ont créé après les premières entreprises. Et je décide, après mon bac, de prendre une année sabbatique. Une année sabbatique. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, l'année n'est pas terminée. Donc, j'ai pas fait d'études. Je suis rentré dans le monde du travail, donc je suis devenu journaliste. Je travaillais 3 jours par semaine en tant que journaliste et 2 jours par semaine, j'étais conseiller d'une société. C'était une société qui faisait des CD-ROM, je ne sais pas si vous vous rappelez des CD-ROM. C'est des CD-ROM culturels où il y avait le CD du Grand Louvre et de tout ça. Ils disaient, mais attends, Internet arrive, on est mort, quoi. Et moi, j'étais censé être là pour essayer de les sauver. On n'a pas trop réussi. On a à peu près réussi, une partie. Et après, j'ai fondé ma société quand j'avais 19 ans. À 21 ans, j'avais 40 ans collaborateurs. Et en fait, 21 ans, c'est l'an 99-2000, c'est là où en fait Internet explose. C'est-à-dire que le grand public découvre Internet, on commence à entendre parler d'entreprises comme Yahoo, AOL, des entreprises qui valent des milliards, Amazon qui sort du lot. Et voilà, et en fait, tout est en pleine ébullition. Moi, j'ai travaillé pendant ce temps-là aussi pour Wanadoo, le premier fournisseur d'accès de France Télécom. Je gérais une partie de leur service. Et là, je me retrouve à la tête de plein d'employés à 40 ans. Et le problème, c'est que j'ai pas aimé ça du tout. Moi, j'aime la high-tech, j'aime les nouveaux produits, j'aime les nouvelles technologies, j'aime tester tout ce qui bouge, à peu près. On va en parler tout à l'heure. Et je me retrouve à gérer des gens. Je me retrouve à gérer beaucoup de gens, à faire, je dis la ganénette, quoi. On doit gérer les humeurs de chacun, etc. Bon, il y a beaucoup de patrons qui adorent faire ça. Moi, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, à cette époque-là, je décide d'organiser des cours de Torah au bureau. Donc, je commence à organiser un cours de Torah 1 fois par semaine, après 2 fois par semaine. Et après, je décide, c'était tellement ma bouffée d'oxygène dans le monde du travail, alors que j'étais une star, je passais à la télé quasiment tous les 2 jours. J'étais dans les journaux, invité à l'Assemblée nationale, invité à l'Élysée par Jacques Chirac, invité par le Premier ministre. Le Premier ministre, il m'a croisé dans la rue. Un jour, j'étais à Cannes. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, il m'a croisé dans la rue, il m'a reconnu. Il me dit, ah, vous êtes Jérémy et tout ça. Je fais, ok. Et je me rappelle très bien ce que vous avez dit il y a 20 ans à l'Assemblée. Je fais, ok, super. Ce que j'avais dit, c'est que je pensais que les politiques ne servaient à rien. Ils sont rappelés. Donc, c'était très bien. Et donc, en fait, voilà. Donc, je suis un peu la mascotte de l'Internet, mais en fait, il me manque un sipou, comme on dit. Je me manque de beaucoup de satisfaction parce que j'étais pas un businessman et je ne touche toujours pas. Je suis quelqu'un qui aime essayer de vivre un peu en avance sur mon temps, en essayant de comprendre comment les choses évoluent et qu'est-ce qui peut nous servir et qu'est-ce qui peut ne pas nous servir, au contraire nous faire sombrer. Après quelques années, je me suis marié à 23 ans. Quelques années après, j'ai vendu mon entreprise. On avait licencié beaucoup de monde. C'était un peu après la crise
On est venu s'installer en Israël, à Ranana, il y a 20 ans exactement. Dans quelques mois, ça va faire 20 ans. 4 ans après, on a basculé à Bnei Brak. Quand on vient de France, on se dit mais Bnei Brak, c'est les Noirs, et tout ça, c'est pas pour nous. Et en fait, moi j'habitais à Ranana et au début j'étudiais dans un collège à Ranana. Les Sede Avrechim qui venaient de Bnei Brak. Après j'avais une chavruta à Bnei Brak tout le temps. Et je dis bon, à part le fait qu'ils ont acheté un costume noir, ils ont un chapeau, bah, ils étudient la Torah comme nous. Il y en a qui savent étudier beaucoup, il y en a qui savent étudier moins. Il y a rien qui nous sépare, entre guillemets. C'est pas un autre monde, c'est juste des gens qui ont pris la Torah en priorité de vie. Et j'avais déjà pris à ce moment-là la Torah en priorité de vie, même si je gérais toujours des projets d'entreprise, je conseillais des entreprises et tout ça. J'ai fondé après plusieurs entreprises, certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas fonctionné. J'ai cofondé les Litchi, les cagnottes Litchi, si vous connaissez. J'ai cofondé une autre société qui s'appelle iAdvise. Quand vous allez sur un site marchand et vous allez sur la Fnac, sur Cdiscount, sur la plupart des sites français, sur Samsung aux États-Unis, vous tapez, vous parlez avec le service client. Il y a un système de chat. C'est nous qui le gérons. C'est une de mes entreprises. J'ai fondé après plusieurs entreprises et j'ai fondé en 2010 avec Xavier Niel. Alors qu'on est en pleine crise de 2008, c'est-à-dire on est une crise économique absolument incroyable, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est en crise, mais à l'époque c'était bien pire. On ouvrait tous les jours son compte en banque pour voir si l'argent était encore là. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en 2010, au lieu d'être pessimiste, on décide d'investir dans une start-up par semaine. Donc là j'habite Bnei Brak, le matin j'étudie avec ma chavruta, l'après-midi j'investis dans une start-up par semaine, dans le monde entier, j'investis comme ça en 5 ans dans 360 startups, dans 26 pays, vraiment dans le monde entier. Au début, on investit dans une startup par semaine, après dans 2 startups par semaine. Et Baruch Hashem, dedans, il y a 80% qui se plantent, 80-85% qui sont sortis zéro. Il y a 5-10% qui sont les zombies. Les zombies, ça veut dire c'est celles qu'on ne récupérera jamais notre argent, mais la boîte tourne, le patron se prend son salaire, il y a des salariés, c'est mignon, tout va bien. Et il y a quelques top sociétés qui valent des milliards et qui essaient de rattraper les pertes des autres. Donc au final, c'était une bonne chose. Et en 2015, je quitte Xavier Niel, je quitte ce fonds d'investissement et je deviens au conseil de la deuxième fortune de Russie. Je fais partie de son board, comme ça, Mina Shamaim. Donc je suis habillé comme ça, en noir. Je suis à Londres avec 50 milliards de fortune autour de la table. Et lui, il avait 16 milliards de dollars en banque, cash, à l'époque. Et donc, je suis là, en Haredi, avec mon plateau cachère, avec mon truc, je vais faire mes tfilotes, tiens, elle est où la synagogue d'à côté, on t'envoie un chauffeur pour aller à la synagogue. Voilà. Et donc, pardon Pardon Non, pas la boutarde du tout, non, c'est pas mon style. Je suis un peu ashkénaze sur les bords. Et non, et en fait, c'était, voilà, j'ai été, depuis que j'ai commencé à travailler, je suis rentré dans le monde du travail, depuis même quand j'étais journaliste au tout début, j'étais très fier de mon judaïsme. Très fier. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'avais même pas le moindre sentiment, je dois cacher, truc, etc. Et pour moi, en fait, je suis arrivé au bureau, j'ai dit, allez, qui vient manger cachère avec moi? Il n'y avait aucun juif dans le bureau. Ils m'ont dit, allez, on vient avec toi, à quoi ça ressemble? Je dit, vous allez être déçus, ça ressemble beaucoup à ce qu'on mange partout. Et bon, c'était un très bon resto, on était à Levallois-Perret. Et Baruch Hashem, ça veut dire qu'en fait, j'étais très fier d'être juif, très fier d'être un peu, à un moment, j'étais un peu le rabbin de la high-tech, quoi. C'est-à-dire celui qui mange cachère, celui qui est chômeur Shabbat. On m'a invité une fois à l'Élysée, c'était Shabbat, on m'a envoyé une lettre d'excuses parce qu'on m'a invité à l'Élysée, Baruch Hashem. Donc c'était vraiment très bien. J'amenais avec des ministres, je déjeunais avec Valérie Pécresse, qui est patronne de l'Île-de-France. On allait au Cinecittà à côté de l'Élysée régulièrement. C'était une grande fierté. Donc en fait, ce que je vous expliquais, il y a 6 ans, donc là j'ai 46 ans, il y a 6 ans, j'ai pris la décision d'aller étudier à plein temps, Donc je suis passé à Yeshiva, je suis rentré à Yeshiva Netivot Olam. Donc à Yeshiva où finalement je n'ai jamais été, d'accord, puisque j'ai fait les écoles juives et après j'ai travaillé direct. Donc j'étudie à mi-temps, là maintenant Baruch Hashem j'étudie à plein temps. Donc je fais 2 Sdarim, 2 à 3. Et voilà, Baruch Hashem, il y avait un Masloul à Netivot Olam, c'est une super yeshiva qui est une yeshiva israélienne. Et j'ai pu avancer comme ça. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le sujet de l'Internet tant qu'à faire. On va vous parler d'un sujet que je connais, le sujet des réseaux sociaux, le sujet des technologies. Et comme c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et c'est un sujet que j'analyse énormément. Et Baruch Hashem,
on ne se rend pas compte à quel point les rabbinim ont été visionnaires sur ce sujet-là. Moi, Baruch Hashem, depuis 2012, j'ai quitté Facebook, à une époque où j'étais, voilà, j'avais 5000 followers à l'époque sur Facebook, ce qui était énorme en 2012. J'étais sur Twitter, j'ai quitté Twitter il y a quelques années en tant que quelqu'un qui lisait Twitter et j'ai quitté il y a plus d'un an, encore plus. J'étais avec plus de 30 000 personnes qui me suivent. Sur LinkedIn, il y a plus de 50 000 personnes. Et en fait, le fait de pouvoir d'analyser le monde de la technologie fait que justement je peux avoir un regard à la fois technique et à la fois de Ben Torah sur justement ce monde-là, et ça me permet de vous transmettre un peu les conclusions de tout ce que je peux voir. Il y a un passage dans la Torah qui est dans la parasha de Bereshit qui dit Vaivra Elohim et Adam Besalmo, c'est-à-dire qu'Hachem a créé l'homme à son image. L'homme à son image, c'est un peu incompréhensible en quoi on ressemble à Dieu, et en fait l'une des explications les plus connues, c'est qu'on a le pouvoir de choisir. C'est-à-dire que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu peut faire ce qu'il veut, il peut faire le bien, il peut faire une destruction, Shalom. On peut être des super tzadikim et Shalom, on peut aller être des super rechaim. C'est la particularité de l'homme. L'homme a une force, c'est de pouvoir choisir. Le Yetzer Hara est là pour nous faire des mauvais choix. Alors il nous fait faire des mauvais choix par plusieurs manières. Soit il fait en sorte à ce que l'on fasse des mauvais choix. Donc il nous dit, ah, tiens, voilà, j'ai envie de faire une avéra quelconque. Soit en fait, il fait en sorte à ce qu'on ne fasse pas de choix du tout. C'est-à-dire, on ne fait pas de choix du tout, c'est qu'on se laisse emporter par la masse. On se laisse emporter par son entourage. On se laisse emporter par les gens qui nous entourent. Il faut voir dans la Torah, si on analyse la Torah, on se rend compte que la plupart des grandes avérotes, voire quasiment toutes, les grandes avérotes qu'on voit dans le Chumash, sont des avérotes où c'est une personne ou un groupe de personnes qui va faire tomber les autres. La première avéra, c'est celle de Adam et Chava, c'est le serpent qui convainc Chava, qui convainc Adam Arishon. Si on voit le pasouk où Chava mange de Etz Hadat et ensuite donne à Adam, c'est le même pasouk. C'est-à-dire ça s'est passé très 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 vite. Très très vite, quand en fait on est dans un environnement où quelqu'un fait des mauvaises choses, eh ben on se fait accaparer par ça. On voit à tel point que Avraham Avinu, qui était un des plus grands Mézakei Arabim, le plus grand Mézakei Arabim de l'histoire de l'humanité, au départ c'est lui qui a amené tous les gens à Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, c'est lui qui va malgré tout renvoyer son fils de la maison Ishmaël, de peur que Yitzhak soit mal influencé. Sarah Imenu, qui était elle la plus grande Mézakei Arabim, qui ramène tout le monde à la Torah et à Hachem, qui dit il faut le renvoyer celui-là, Ishmaël. Comment on peut dire, attends, c'est la maison des gens qui ramènent à la Torah, comment est-ce qu'ils peuvent pouvoir renvoyer quelqu'un? De la même manière, il a renvoyé Lot, Abraham Avinu a renvoyé Lot, quand il y a eu l'histoire des bergers, où ils ont vu que Lot n'était pas yachar, n'était pas droit, Abraham Avinu décide de se séparer de Lot. On voit en fait que la Torah donne une énorme importance aux gens avec qui on se trouve, aux gens avec qui on vit. Le Rambam explique dans Ilchot Deot que la nature de l'homme est d'être attiré par les gens de son entourage et les gens de son pays. C'est pour cela qu'il faut toujours être entouré de tzadikim et s'éloigner des rechaim. Si on vit dans une ville où il n'y a pas de tzadikim, il faut déménager, aller dans une ville où il y a des tzadikim. Et si on ne trouve aucune ville où il y a des tzadikim, on doit vivre seul. C'est-à-dire que la nature, c'est-à-dire qu'en fait on a énormément de choix à faire dans notre vie, mais le plus gros choix, c'est où est-ce que tu te trouves, avec qui tu te trouves, quels vont être tes copains, quelle va être la femme avec qui tu vas te marier, quelle est la communauté dans laquelle tu vas être, quel est le business dans lequel tu vas être si tu travailles, quels sont les gens avec qui tu te trouves. Les gens avec qui tu te trouves vont énormément forger ta personnalité. Et ce sont en fait les gens avec qui on se trouve, les gens avec qui on vit, du matin au soir, qui vont en général te pousser vers une ou l'autre direction. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est pour ça que je disais, le Yetzer Hara fait en sorte certaines fois à ce qu'on ne fasse pas de choix, c'est qu'en fait, il peut te mettre dans une situation où tu te retrouves à un endroit et au final, tu te laisses emporter par le vent. Tu te laisses emporter par le vent. Vous, Baruch Hashem, vous êtes à la Yeshiva, vous êtes à un endroit où vous êtes tous entourés de livres de Torah, vous avez une envie d'avancer, j'espère en tout cas, une envie d'avancer, une envie d'évoluer, vous êtes entouré de rabbanim, de tzadikim, de gens qui ont envie d'évoluer, que vous pouvez regarder, vous pouvez prendre comme modèle, vous êtes dans un bon endroit.
Il suffit que vous vous retrouvez à un quart d'heure d'ici, je ne vais pas citer d'endroit, et vous pouvez, Chas Shalom, sombrer et faire n'importe quoi. Et ça, en fait, ce sujet-là est un des sujets les plus importants. C'est le sujet de l'influence, le sujet avec qui on vit. L'autre moyen à ce que les gens, à ce que le Yetzer Hara utilise pour ne pas nous faire réfléchir et nous faire faire des mauvais choix, ou plutôt ne pas nous faire de choix, c'est le fait de ne pas nous laisser réfléchir pour faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a l'influence, et il y a aussi le fait de « je vais t'en mettre plein la tête », à tel point que tu n'auras même pas le temps de penser à ta vie. Tu ne vas même pas essayer de prendre du recul pour te demander si c'est normal que tu passes 16 heures par jour sur ton smartphone. Je vais t'en mettre plein la tête, je vais te bousiller le cerveau, je vais t'envoyer plein de messages toute la journée, je vais t'envoyer, on va en parler, plein de messages, plein de choses, plein d'informations, et des WhatsApp, et des trucs, et des alertes, et des ci, et des ça, et là, et tu te retrouves donc à un moment, tu réfléchis même pas à ta vie. Alors, Baruch Hashem, nous, certains d'entre nous, on a Shabbat. On peut de temps en temps prendre un peu de recul. Mais bon, Shabbat, c'est à peine 24 heures, c'est presque pas suffisant. Mais même dans notre semaine, si on se retrouve dans un flot de messages, dans un flot d'informations, dans un flot d'actualités, dans un flot de messages WhatsApp, dans un flot de communication, etc., on n'a pas la possibilité de prendre du recul et de prendre ces fameuses bonnes décisions. Donc en fait, on va revenir à ça, mais il y avait pendant une longue période dans le monde des technologies, le monde des technologies était un monde bienveillant. C'est-à-dire que Microsoft, des entreprises comme ça, qui créent Word, qui créent des logiciels, les Intel, qui créent des nouveaux ordinateurs, étaient là pour nous améliorer notre productivité. L'idée, c'est qu'on puisse taper plus vite, on puisse travailler plus vite. L'ordinateur va plus vite, on est un designer, ça permet de faire des designs plus vite, on fait des films, ça nous permet de faire des films plus vite, des films cachers évidemment, ça nous permet de faire des films plus vite. Donc en fait, c'était dans le monde où on va t'aider à être productif, à être de plus en plus productif, à faire en sorte à ce que tu travailles de mieux en mieux. Et donc c'est de faire gagner du temps, de te faire gagner du temps. Et en fait, depuis 2007, avec l'arrivée du smartphone, mais au même moment arrivent les réseaux sociaux. Là, on n'est plus là pour te faire gagner du temps, on est là pour te faire gagner du temps pour ta vie, dans ta vie, on est là pour te voler ta vie. Les réseaux sociaux ont un seul objectif, c'est de voler notre vie. Voler notre vie, pourquoi? C'est qu'en fait, quand on nous donne, il faut savoir qu'en marketing, quand on nous donne un produit gratuitement, c'est que le produit, c'est nous. D'accord? C'est-à-dire que si on te donne quelque chose de gratuit, tu vas pas dire, ah ouais, ils sont sympas. D'accord? Si c'est une entreprise, si c'est une agence de Chesed, Baruch Hashem. Mais si c'est une entreprise qui te donne quelque chose de gratuit, c'est qu'il y a un piège. Le piège, c'est que c'est toi qu'on va vendre. C'est quoi qu'on va te vendre? C'est que moi maintenant, j'ai 100 millions de jeunes qui aiment les chaussures rouges. Je vais pouvoir vendre à Nike 100 millions de gens qui aiment les chaussures rouges. Et je vais pouvoir leur vendre, et Nike va pouvoir leur taper dessus toute la journée en essayant de leur vendre des nouvelles chaussures rouges. Et le but, c'est en fait d'avoir les utilisateurs d'Internet, les utilisateurs de réseaux sociaux le plus longtemps possible sur les réseaux pour justement pouvoir vendre de plus en plus de publicité. Il y a sur Facebook aujourd'hui, sur les derniers chiffres, tous les jours 3,3 milliards de personnes. C'est-à-dire 3,3 milliards de personnes qui se connectent tous les jours. C'est énorme, d'accord? 450 millions de personnes aux États-Unis, d'habitants, on est à 3,3 milliards de personnes, c'est donc 6 fois les États-Unis. C'est donc le plus grand pays du monde. Et je parle de Facebook, ça inclut Instagram, je pense que ça inclut aussi WhatsApp, donc ça peut être un peu large. Mais en tout cas, il y a 3,3 milliards de personnes qui sont touchées. Et ces 3,3 milliards de personnes, elles sont touchées. Et aujourd'hui, Facebook a besoin de continuer à croître. Pourquoi les entreprises de la high-tech valent cher? Pourquoi en bourse, on dit cette boîte vaut 100 milliards, 100 milliards, 1 milliard, 1 trilliard? Pourquoi ça vaut cher? C'est qu'en fait, une entreprise qui vaut cher, c'est une entreprise qui a de la croissance. Une entreprise qui fait 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards de chiffre d'affaires chaque année, elle ne vaut pas très cher. D'accord? Elle vaut le nombre de son résultat, c'est-à-dire son bénéfice multiplié par 10 en général, fois 5, ça dépend des périodes, des pays, c'est fois 20, mais pas plus. Une entreprise qui est en croissance, elle vaut beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'il y a des entreprises, donc les Tesla et les autres, on n'est pas en train de miser sur la valeur actuelle, sur le vente actuelle, on est en train de miser sur le potentiel que peut avoir Tesla à sortir des voitures qui vont conduire toutes seules, à sortir des minibus, à sortir d'autres technologies. Et on se dit, regarde la croissance qu'il y a, et on se dit, cette boîte-là va monter.
Quand on est un réseau social et qu'on a déjà 3 milliards de personnes, 3,3 milliards de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour croître? On n'est pas, on a deux possibilités. Bah, soit on va essayer de trouver d'autres populations. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, Google et Facebook ont essayé d'envahir l'Afrique. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique, c'était le marché sur lequel ils pouvaient avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Donc il n'y avait pas Internet là-bas. Donc ils ont Google avait créé un projet de ballon de montgolfière. C'était une montgolfière, ça s'appelait Google Loom, où en fait, ils faisaient passer des montgolfières au-dessus des villages africains qui envoyaient de l'Internet. Donc c'était asynchrone, c'est-à-dire que les gens on leur donnait des petits appareils, pas très chers, et on leur envoyait des données, ça téléchargeait, et la montgolfière passait au village d'à côté, repassait, faisait le tour, et hop, il repassait, on te renvoyait un petit peu de messages, et ça repassait. C'était ça l'idée de Google. Facebook avait complètement inventé un avion, c'était un planeur qui allait au-dessus des villages africains, pareil, le même modèle, pour aller avoir plus de gens. Parce que comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de gens? Ben, on va aller les chercher au fin fond de la forêt. D'accord? Parce que nous, le but, c'est d'avoir tout le monde, d'avoir de plus en plus de monde. Et ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. De toute façon, les Africains arrivent tout seuls maintenant. Il y a des connexions là-bas, il y a de la connectivité. Mais ce qui va le plus vite, c'est de faire en sorte à ce que quelqu'un qui utilisait 10 minutes son service par jour, à ce qu'il utilise 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte à ce que vous utilisiez les services de plus en plus de temps par jour. Et c'est ça, en fait, les réunions qui se passent dans les entreprises de l'Internet, ces entreprises-là, d'accord, les entreprises qui volent la vie, je vais vous les citer, c'est TikTok, c'est Snap, c'est Facebook, c'est en partie Google sur certaines petites parties. Ce sont les entreprises qui vont, en fait, leurs réunions, on appelle les KPIs, c'est-à-dire les Key Performance Indicators, c'est-à-dire qu'en fait, on est une entreprise, on veut savoir si mon entreprise fonctionne, ben on va voir, le patron, il va voir tous les jours, on a réussi à gagner 3 minutes par jour des utilisateurs, on a réussi à gagner 5 minutes par jour, on a gagné 2 minutes par jour. Des fois, c'est même 30 secondes par jour, mais 30 secondes fois 3 milliards, vous imaginez ce que ça fait en minutes, en nombre de publicités, en nombre de chiffres d'affaires, c'est juste gigantesque. Donc les entreprises de l'Internet sont là pour faire en sorte à ce qu'on l'utilise de plus en plus. Et on va t'expliquer pourquoi comment est-ce qu'elles font, d'accord, pour que ça marche comme ça. L'autre point, c'est qu'en fait, nous, en tant que juifs, donc quand j'ai expliqué, ce qui est nouveau, les nouvelles technologies, n'est pas obligatoirement meilleur. À une époque, on pouvait le dire, quelque chose qui était nouveau était meilleur, mais aujourd'hui, quelque chose qui est nouveau n'est pas obligatoirement meilleur. D'ailleurs, beaucoup de gens achètent le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, le nouveau, sans du tout savoir ce qu'il y a de mieux à l'intérieur. En quoi ça va améliorer leur vie? Ils disent non, c'est le dernier, donc c'est mieux. Ils te retrouvent souvent, non, c'est le dernier, mais c'est celui qui va te piéger encore plus. La dernière version d'un logiciel, une nouvelle application. Tout ça, en fait, on se dit, c'est nouveau, donc c'est mieux, donc on a quelque chose à gagner à ça, alors que non. En installant une application, on peut au contraire sombrer et perdre notre vie et se faire attraper. C'est vraiment un piège. Donc de la même manière qu'un juif, je dis un juif, mais beaucoup de non-juifs ont écouté cette conférence et ont pris des bonnes décisions grâce à ça. Un homme et un juif, en tout cas un juif, lui, a l'habitude de filtrer le monde. C'est quoi on filtre le monde? C'est qu'on mange cachère, on mange pas n'importe quoi. Quand on voit passer un cafard à côté de nous, on ne le mange pas comme ça. Il y a des gens qui le mangent, il y a des pays où ça se passe comme ça. Quand on parle, on fait attention à ce qu'on dit. On parle en disant pas de la shonara, on parle en essayant de ne pas être vulgaire, enfin en n'étant pas vulgaire. On écoute en faisant en sorte à ne pas écouter du lachonara ou à ne pas écouter des mauvaises choses. Et donc en fait, de la même manière qu'on doit filtrer le monde, on doit filtrer aussi son travail, son métier, le métier qu'on doit choisir. On ne doit pas choisir n'importe quoi. C'est pas l'argent est le plus important. On doit choisir des métiers où on est droit, où on rend service au client. C'est un autre sujet où je pourrais revenir une autre fois à parler de ce sujet. Mais en tout cas, on doit choisir, on doit filtrer, on doit pas prendre toute la poubelle du monde et l'amasser pour en faire quelque chose. On doit filtrer. Et je ne parle pas encore du filtre, d'avoir un filtre sur son Internet, d'accord? Ça, c'est évident qu'il en faut un, on en parlait à la fin. Mais je ne parle même pas de filtrer ça, je parle même de l'utilisation même d'Internet. L'utilisation même d'Internet, l'utilisation de telle ou telle application, il faut filtrer, et il faut à chaque fois que l'on utilise quelque chose, se demander, est-ce que ça va améliorer ma Avodat Hashem? Est-ce que ça va améliorer ma vie? Est-ce que ça va améliorer ma vie de couple? D'accord? Alors j'étais avec ma fille et ma femme, on était au Kotel, on a été manger, et on était entouré de gens qui étaient tous sur leur smartphone.
mais tous à qui se parlaient même pas, d'accord? Donc il y avait des couples qui se parlaient pas, il y avait des soldats à côté qui se parlaient pas, on était là, nous on était en train de se parler l'un en face de l'autre. Et voilà, comme toujours, comme d'habitude, au Hachem à la maison, on est en face de l'autre, il n'y a rien qui nous dérange. Je crois que ma femme ne sait même pas à quoi ressemble WhatsApp, on va dire, au Hachem. Et donc en fait, quand on prend des décisions, on doit faire attention, est-ce que ça améliore notre vie de Torah, notre vie de couple, notre vie avec nos enfants, l'éducation de nos enfants. Et donc on a vraiment des choix importants à faire là-dessus. Pour revenir au sujet du dérangement et de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les Facebook & Co nous envoient énormément de messages pour ne pas nous laisser tranquilles. Si on voit le métier des plus grands hommes du judaïsme, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, David Ameler, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, ils étaient tous bergers. Et si on voit un peu le métier de berger, c'est quoi un métier de berger? C'est un métier barbant, d'accord? C'est pour ça qu'on a tous des barbes. C'est les écrères, c'est un métier où en fait, ils amenaient leur petit troupeau au pâturage et ils les laissaient manger. Voilà, il s'était là sur une pierre, il a regardé, tout se passe bien, la vache elle va bien là, tout va bien. Alors de temps en temps on voit Moshe Rabbeinu, il est monté dans le Har Sinaï pour aller chercher une bête. Waouh, voilà. Et en plus c'est vu comme quelque chose d'exceptionnel. On voit qu'il a été aidé à boire et tout ça. Il ne devait pas se passer grand chose. C'est pas une coïncidence si de ces gens-là sont sortis des hommes grands. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils avaient énormément de temps libre, de temps de réflexion, fait qu'ils ont réussi à se créer une philosophie et à améliorer leur esprit. On a toujours l'impression que quand on a du temps mort, c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs le temps mort, le temps mort c'est un temps perdu, quand on a du temps libre, c'est un temps mort. Il y a quelques années, avec ma chavruta, comme nous tous, quand on étudie, on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours le Tosfot, on ne comprend pas toujours le Chazani, je ne comprends pas toujours. Les exemples ne manquent pas. Le Ksot. Et donc, en fait, on peut lire un texte, on dit, mais on ne comprend pas sa question, on ne comprend pas sa réponse, on ne comprend pas comment il est arrivé là, on ne comprend pas son mahalach. Bon, on a des questions. Et donc, on arrivait avec ma chavruta, on lisait, on étudiait un texte, et à un moment, il arrive 1 heure, on n'arrive pas à le comprendre, jusqu'à 1 heure, on n'arrive pas à le comprendre. À 1 heure, on ferme le livre, mais on n'arrive pas à le comprendre, c'est-à-dire qu'on est bloqué, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, quoi. On dit, il y a un truc qui ne va pas dans notre compréhension. On ferme le livre à 1 heure, on revient à 4 heures, on ouvre le livre, on lit, et on le comprend tout de suite. Ça nous arrive 1 fois, ça nous arrive 2 fois, ça nous arrive 3 fois. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a? C'est un ange qui est venu. C'est pas comme entre-temps, on a pensé à ça. Bon, parce que tu dis un texte sans avoir le texte devant soi, c'est pas le plus évident. Même si on peut un peu réfléchir, mais c'est pas le plus évident. Et donc non, c'est vraiment, on regarde et les choses sont à peu près résolues, quoi. On arrive à on a pris un peu de recul et on revient. Et donc j'ai été m'enseigner, ça nous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la fin je dis, mais attends, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand on étudie comment fonctionne le cerveau, c'est qu'en fait, le cerveau, quand il n'est pas utilisé, il rentre dans un mode qui s'appelle le mode actif. Alors qu'il n'est pas actif, d'accord? Un mode actif, c'est-à-dire qu'en fait, il se met quand vous faites rien, vous êtes en train de vous balader dans la rue, vous êtes en train de voir les nuages, vous êtes devant la mer, vous n'utilisez pas votre cerveau à fond, en fait, le cerveau va résoudre vos problèmes. Il va résoudre vos problèmes. C'est-à-dire que le cerveau, en arrière-plan, il y a quelque chose qui se passe, il y a des calculs, il y a plein de choses, les neurones fonctionnent et résout nos problèmes. C'est pour ça qu'en fait, qu'en prenant du recul, certaines fois, en fait, on a intérêt, quand on n'arrive pas à comprendre une souga, on a intérêt à fermer son livre 5 minutes, aller se lever, aller à la fenêtre, prendre un petit cours d'air, de revenir et de repasser dessus. Et on peut, certaines fois, on peut se retrouver, très souvent, on peut se retrouver à comprendre un peu mieux les choses. Ça sert à rien des fois de rester dedans et de rester avec un blocage. Il faut des fois prendre quelques minutes et prendre du recul. Et en fait, c'est comme ça. C'est que le cerveau qui n'est pas utilisé est utilisé encore plus. C'est-à-dire qu'il là où résout l'ensemble de nos problèmes. C'est pas une coïncidence si que beaucoup d'inventions ont été inventées sous la douche. De la même manière, c'est un endroit où on n'utilise pas son cerveau. D'accord? On est là, très monotone. Voilà. Et je vais vous donner une épreuve que ça se passe comme ça. Malheureusement, vous allez comprendre. Quand on fait la Hamida, quand on fait la Tfila, Shmona Esrei, très très souvent, voire tout le temps, à moins que vous soyez des génies et eux, on a des pensées qui nous passent par la tête. Il nous arrive des choses. Ah, j'ai oublié d'appeler ma mère.
Ah, demain c'est l'anniversaire de mon père, ah c'est ci, ah c'est ça, ah j'ai oublié de faire les courses, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Des fois je me rappelle justement de la Souga que j'étais en train d'étudier avant, ah tiens j'ai compris Rachi. Il peut nous arriver, il y a des choses qui nous passent par la tête, et on peut se dire, bah, bon c'est l'Yetzirah qui nous envoie, qui veut pas compris. Bon le Nefesh HaChaim il a tout quelque chose à malheur sur ce sujet, effectivement il y a vraiment, on fait une guerre. Rav Ben Chetrit, Avicha Ben Chetrit, il disait que on se rend compte de la puissance de notre fila, à quel point on a des obstacles qui nous empêchent de prier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on connaît la fila, quand on est habitué à la faire, en fait, notre cerveau n'est plus utilisé. C'est-à-dire que quand je fais toujours les mêmes mots, je dis toujours les mêmes mots, au final, le mot sort tout seul. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de trop de réfléchir, donc mon cerveau n'est plus utilisé. Et au moment où le cerveau n'est plus utilisé, à ce moment-là, bah, paf, le cerveau se met en route. Et donc, paf, je me mets à penser à des choses. Et je me mets à penser à plein de choses. Et ça en fait, c'est une des preuves, enfin, c'est c'est exactement pour le même sujet, c'est qu'en fait, le temps de libre est finalement quelque chose de super bénéfique. Moi, certaines fois, mes enfants me disent je m'ennuie. Enfin, c'est pas quand ils me disent je m'ennuie pendant 4 heures. S'ils me disent je m'ennuie parce qu'ils ont un quart d'heure d'avance pour aller à l'école, je lui sais très très bien, ennuie-toi. Il n'y a pas de problème. Et je leur apprends à comprendre que s'ennuyer, c'est-à-dire qu'en fait, avoir du temps où on ne fait rien, ce n'est pas grave, et même ça peut être encore plus bénéfique. On n'est pas obligé de toujours faire quelque chose. On n'est pas toujours obligé de jouer à sa Game Boy, on n'est pas toujours obligé d'écouter de la musique, on n'est pas toujours obligé d'aller sur son téléphone et à faire défiler des choses. Parlant de ça, quand aujourd'hui on prend un ascenseur, même s'il y a 4 étages, quelqu'un qui est dans un ascenseur sort son smartphone, juste parce qu'il a, même pas, des fois 1 minute et demie, il va même pas, ou 45 secondes, il va faire tac, 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 tac. Moi j'adore me mettre derrière les gens qui font ça, pour voir ce qu'ils font. Et en fait, ils font tac, 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 ils font rien du tout. D'accord? Pourquoi? Mais en fait, ils ont l'impression qu'ils ont utilisé leur temps libre. Ils faisaient rien de toute façon, ils étaient dans l'ascenseur, ils faisaient rien. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'ils brûleraient ce temps? De la même manière, dans un supermarché, quand quelqu'un est au supermarché, il fait la queue, il sort son téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai du temps là, j'ai encore une demi-heure, donc tant qu'à faire, je vais voir les infos, je vais voir ci, je vais voir ça, c'est pas qu'il va aller étudier des Mishnayot, c'est pas ce qu'il fait, en général. Certains, oui, pourraient le faire, Baruch Hashem, qu'ils font, à la Chok, Mishnayot. Mais non, on fait tac, 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 on a l'impression qu'on est actif. Et c'est ça, en fait, qu'on veut nous faire croire. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est qu'en fait, on veut toujours nous faire croire que tu as quelque chose à faire sur ton téléphone. Tu auras toujours quelque chose à faire, tu auras toujours quelque chose à découvrir, tu auras toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. Et donc, tu vas utiliser ce temps-là. Mais ce temps-là, c'est un temps important. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vrai besoin d'avoir du temps libre. Avoir du temps où on n'est pas devant son téléphone, on n'est pas au téléphone, et même un téléphone caché au téléphone, d'accord? On n'est pas obligé d'être au téléphone. Si à un moment je dois faire, moi je fais Baruch Hashem tous les jours de la yeshiva, chez moi j'ai à peu près 35-40 minutes de marche, donc je traverse tout le Nebra quasiment. Baruch Hashem, c'est les moments les plus agréables que j'ai de ma journée. Un moment de lit, un moment de ça, on peut se balader, on est là, il n'y a pas un milliard de publicités autour de nous, on n'a pas besoin de les voir. Et ça, en fait, ça aide justement à structurer son esprit. Et donc ça, c'est important, c'est le premier point sur lequel vous devez retenir, c'est qu'il faut retenir que le temps mort n'est pas un temps mort. Donc on n'est pas obligé de consommer votre temps. On n'est pas obligé de sortir une PlayStation si vous avez du temps, à un moment vous avez 1 heure pour vous maintenant, allez vous balader, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu votre temps, on n'est pas obligé de l'utiliser le temps, alors que le monde nous apprend, le monde de la consommation, le monde des médias, est un monde qui nous apprend le contraire. Quand tu as du temps libre, tu allumes ta télé, tu allumes ton téléphone, tu allumes tes jeux, tu joues, tu vas voir des feuilletons sur des plateformes, tu vas voir toutes ces choses qui sont en plus débiles, d'accord, les choses qu'on fait sont en général très très souvent débiles, mais en plus ne font en sorte à ce qu'on ait toujours le cerveau occupé, et ça amène pas ce qu'on appelle la menuchat nefesh, qui nous permet justement de réfléchir, de prendre du recul sur sa vie, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, quel va être mon parcours, je fais quoi l'année prochaine, vous êtes à Yeshiva là, je suppose que chacun se demande, il fait quoi l'année prochaine, il fait quoi l'année d'après, avec quel genre de shidour je veux rencontrer, où est-ce que je veux habiter, dans quel endroit je veux être. Donc ça, c'est toutes les décisions qu'on a à prendre, et ça, on a besoin de temps, on a besoin d'avoir son cerveau libre, et ça, les plateformes font tout pour ne pas nous le laisser. Il y a eu une réunion, il faut savoir qu'au début de la création du smartphone, en 2007, il y avait l'iPhone, le premier iPhone, donc qui était le premier vrai smartphone, n'avait pas d'alerte quand on recevait ses mails. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notification dans les iPhones. C'est-à-dire que pour voir ses mails, il fallait aller dans le mail, il fallait recharger le mail et pour voir s'il y avait des nouveaux messages qui étaient arrivés.
Et à ce moment-là, à peu près quelques mois après, Google rachète Android et donc incorpore Android au sein de Google. Et Android, donc maintenant Google font une réunion, et la réunion, comme d'habitude, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens utilisent plus nos services. Et comment est-ce qu'on fait pour plus en plus nos services, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens utilisent plus, prennent plus en main leur smartphone. D'accord? Cette réunion a lieu, et c'est une personne qui a participé à cette réunion qui raconte. Et donc, c'est quoi cette réunion? Et cette réunion, elle disait, ben, comment est-ce qu'on va faire pour que quelqu'un prenne son téléphone même quand il n'en a pas besoin? En gros, c'était à peu près ça. Alors là, quelqu'un a dit, ben, on a une idée, on va faire en sorte que les gens reçoivent une alerte quand ils reçoivent un mail. Ah, super idée, ouais, ça va faire ting, et donc les gens vont prendre leur téléphone quand ils auront un mail, super idée. Mais là, les gens tout de suite réagissent en disant, oui, mais ça suffit pas, les gens reçoivent 5 mails par jour, 10 mails par jour, ça va pas suffire, on veut qu'ils soient plus souvent. Et là, il y a eu une idée machiavélique qui a changé le monde, dans le mauvais sens malheureusement, c'est qu'on a permis à n'importe quel développeur d'application de lancer des notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, vous installez une application de sport, de e-commerce, de magasin, de n'importe quoi, ça va envoyer des notifications. Ah, t'as oublié de jouer, il y a des promotions en ce moment, ah, tu as ci, tu as ça. En fait, tu as des messages qui tombent dedans. Je ne parle même pas de WhatsApp. WhatsApp a utilisé ces notifications pour envoyer les messages. Mais les notifications en tant que telles, c'est en permanence, il y a des alertes. Moi, je vois aujourd'hui les gens, moi, j'ai pas de smartphone avec notification, j'ai pas de poisson avec j'ai pas tout ça. Et en fait, je vois très souvent les gens qui sont autour de moi, ils ont leur téléphone sur la table et je vois, notification, ça s'arrête toute la journée. Tac, 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 des messages et des trucs, ça s'arrête pas. En fait, ils ne savent pas que c'était ça exactement le piège. Le piège était, je vais te donner des occasions d'aller vérifier ton téléphone. Je vais te donner des occasions de le prendre dans la main. Et quand tu le prends dans la main, tu as des très fortes chances d'après d'aller voir un service en ligne, d'aller sur Google, et donc de voir potentiellement de la pub Google. Mais aujourd'hui, d'aller voir n'importe quel autre service, et c'est ça aujourd'hui l'objectif de ces entreprises-là. Donc ça, c'était important. C'est aussi le sujet, c'est comment je fais pour faire en sorte à couper les gens dans leur journée, pour les déranger en permanence, pour qu'ils n'arrivent pas à réfléchir, et pour justement faire en sorte à ce qu'il y ait toujours des coupures. En moyenne, une personne prend son téléphone en main entre 105 et 150 fois par jour. 105, 150 fois par jour, c'est à peu près toutes les 5 minutes. Quand on veut se concentrer sur un sujet, il faut à peu près 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. D'accord ? N'importe qui ouvre un livre d'une Gemara, les 10 premières minutes, c'est le moment où on survole un peu, on est encore en train de réfléchir à ce qu'on vient de manger, etc. Et les après 10 minutes, on commence à rentrer dedans. Pareil pour une Gemara, pareil pour les Abdil, un contrôle de maths, ou pareil pour Abdil pour travailler, pour faire n'importe quoi. Donc si maintenant on a son téléphone entre 105 et 150 fois par jour, nous dérange, et on le prend dans la main, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on est dérangé, ça veut dire qu'on n'est jamais concentré. Qu'on n'est plus jamais concentré. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des entreprises où il y a des centaines et des centaines, il y a des milliers de personnes, et il y a des centaines de gens qui travaillent, qui ne travaillent plus. Ça s'appelle plus qui travaillaient. C'est-à-dire qu'ils sont toute la journée dérangés par leur téléphone. À tel point qu'il y a eu une loi, quand Emmanuel Macron est passé au pouvoir, il y a la première fois, donc il y a 7 ans, il y a eu une loi qui est passée, qui était une loi qui demandait aux entreprises de plus de 50 personnes de créer des règles d'utilisation du téléphone dans l'entreprise. C'est-à-dire que est-ce que j'ai le droit de répondre à ma cousine? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon WhatsApp? Est-ce que mon patron a le droit de me contacter le soir après les heures de travail? D'accord? Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais avec un avocat la semaine dernière qui a assisté à une de mes conférences et il m'a dit, moi, en fait, il faut que je sois disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, inclus le Shabbat. Moi, aujourd'hui, Shabbat, je respecte Shabbat, mais mon entourage, les partenaires, etc., sont tous en train de me dire, il faudrait que tu sois tu seras disponible le Shabbat, tu dois être disponible 24 heures sur 24. Et donc tout ça, ça a encadré. Alors chez les avocats, ils ont une bonne excuse, ils disent oui, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Mais en vrai, dans la plupart des entreprises, il n'y a pas d'urgence à ce point. C'est-à-dire que ton patron, il n'a pas besoin de te dire à 10 heures du soir que tu dois faire telle chose ou telle chose, ou alors il t'envoie un mail et tu le verras demain matin. Il y a des entreprises comme Atos, plusieurs entreprises, où ils ferment les boîtes mail après 7 heures. C'est-à-dire que les boîtes mail, elles se remplissent, mais les gens ne peuvent pas voir leur mail avant le lendemain matin. D'accord ? C'est pas pour rien, parce que justement, les gens sont de moins en moins productifs. Pareil chez les étudiants, pareil, il y a énormément de
dans les universités, il y a énormément de gens qui abandonnent leurs études en cours, il y a énormément voilà, de gens qui n'arrivent plus à se concentrer dans les écoles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une loi qui est passée en Australie il y a 2 semaines, 3 semaines, qui en fait maintenant interdit aux jeunes de moins de 16 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Il n'y a plus de Facebook, plus d'Instagram, plus de Snap, plus de TikTok. Les gens de moins de 16 ans en Australie n'ont plus le droit d'accéder aux réseaux sociaux. C'est pas qu'en fait ils n'ont plus le droit, c'est que les plateformes n'ont plus le droit de leur donner accès. C'est-à-dire qu'un jeune qui accédera, il n'aura rien, il n'aura pas d'amende, ni ses parents. Mais les plateformes, si on se rend compte que sur une plateforme, il y a quelqu'un de moins de 16 ans, la plateforme pourrait être condamnée à des dizaines de millions d'euros d'amende. Cette chose-là a été votée en Australie, donc à large unanimité, et ces lois-là sont en cours de discussion au Parlement européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Parlement européen, vous avez en France et un peu partout, vous avez des groupes de gens, des groupes de politiciens, etc., qui ont tellement vu la catastrophe qui est en train de se passer, qui sont en train de militer pour faire en sorte à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, les téléphones, c'est même le téléphone le plus simple, aux moins de 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on était là, on pensait qu'il y avait qu'à Bnei-Brak et que chez les froum, chez les religieux, qu'on devait prendre des limites, téléphone cachère, pas de réseaux sociaux, vas-y, ça. Et en fait, on se rend compte que les rabbinim ont juste été visionnaires, comme j'avais dit en introduction. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le monde entier, on se rend compte de la catastrophe. Il y a des études qui sortent sur les taux de dépression et les taux de consommation d'antidépresseurs. Vous voyez la courbe. Et en fait, vous voyez qu'à partir de 2007, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, vous voyez les antidépresseurs, le taux de prise d'antidépresseurs est en train de monter. Et globalement chez les jeunes. Les taux de suicide ou les taux d'automutilation, on appelle ça, c'est-à-dire que les jeunes se frappent eux-mêmes et se font du mal à eux-mêmes, sont en train d'exploser avec les réseaux sociaux. Donc en fait, les statistiques le montrent, d'accord? Et c'est pas de Bnei-Brak que je vous donne ces infos, même si j'habite là-bas. C'est pas de Bnei-Brak ces infos. C'est un des best-sellers sur Amazon aux États-Unis. C'est un livre qui parle que de ça, d'accord? C'est un livre qui parle justement de la catastrophe qui arrivait aux enfants, qui arrivait aux adolescents, qui en fait se retrouvent avec plein de problèmes. Et je vais vous expliquer en fait quel est le problème et pourquoi on arrive à ce genre de choses. On continuera lors du prochain cours.